Manaha, le fantôme, était assise sans repos dans sa tombe, attendant anxieusement la tombée de la nuit pour pouvoir retourner au dortoir et donner une leçon à cette fille trompeuse, l'homme. Sa fureur était à peine contenue, et ce soir-là, elle avait quelque chose de précis en tête pour l'homme. Alors que Manaha était plongée dans ses pensées vengeresses, planifiant ses actions pour la nuit, quelque chose d'inattendu se produisit. Une odeur familière flotta dans l'air, attirant son attention. Elle se leva immédiatement, reniflant l'air pour identifier la source. C'était l'odeur de sa fille. Manaha fronça les sourcils, confuse. Comment était-elle soudainement capable de sentir l'odeur de sa fille après tant d'années d'absence ? D'où venait cette odeur ? Se pourrait-il que quelqu'un ait retrouvé sa fille ? Son cœur sans vie se mit à battre plus vite, rempli d'un mince espoir. Elle pouvait sentir la présence de sa fille non loin. Sans hésiter, elle suivit l'odeur, courant vers sa source, pour se retrouver au dortoir. À sa grande surprise, Manaha se retrouva au pied du lit de l'homme, où l'odeur de sa fille était la plus forte. Elle regarda autour d'elle, s'attendant à voir sa fille, mais il n'y avait aucun signe d'elle. Manaha se tourna vers Loum, l'esprit rempli de questions. Mais elle remarqua alors ce que l'homme tenait dans ses mains, la source de l'odeur. D'un mouvement surnaturel, Manaha arracha le sac d'école et la chaussure de sa fille des mains de l'homme. Ses mains tremblaient alors qu'elle examinait les objets. Des souvenirs de l'excitation de Suru lorsqu'elle avait reçu son sac et ses chaussures pour la première fois revenaient en force. Manaha les pressa contre son visage, respirant l'odeur de sa fille, une sensation qui s'approchait le plus de ceux qu'elle pensait ne plus jamais ressentir. Une étreinte de sa fille, Suru, un bonheur qu'elle croyait impossible. Mais quelque chose n'allait pas. Pourquoi l'homme avait-elle les affaires de sa fille ? Manaha se tourna vers l'homme et exigea une explication. À sa grande frustration, l'homme prétendit encore une fois qu'elle ne savait pas où se trouvait Suru et mentionna quelque chose à propos d'un arbre. Manaha, perplexe, ordonna à l'homme de l'emmener immédiatement à cet arbre. Elle espérait que l'homme avait négligé un détail que ses propres yeux expérimentés sauraient repérer. Sans protester, l'homme se leva et guida Manaha hors du dortoir. La nuit était noire comme de l'encre alors qu'elle traversait le campus et entrait dans la forêt sinistre derrière l'école. La seule lumière provenait de la torche que l'homme tenait dans sa main, si fort que celle-ci glissait presque de sa prise tremblante. Elle détestait entrer dans cette forêt, surtout la nuit, et l'idée de le refaire était presque insupportable. Elle faillit faire demi-tour, mais la peur d'irriter davantage le fantôme la poussa à continuer. L'homme avait enduré tant de tourments ces derniers jours à cause de la colère du fantôme. Et tout ce qu'elle voulait, c'était que cela cesse. Elle ravala donc sa peur, se concentra sur la lumière de la torche et continua de marcher, le fantôme la suivant de près. Lorsqu'elles arrivèrent enfin à l'arbre, comme Loum le redoutait, il n'y avait aucun signe de Suru, pas même la moindre trace de son odeur, au grand désarroi de Manaha. Manaha demanda à l'homme de lui montrer exactement où elle avait trouvé les affaires de Suru, à quel moment elle les avait découvertes et ce qui l'avait conduite jusqu'à elle. L'homme raconta son expérience, mais rien de tout cela n'avait de sens pour Manaha. Frustrée, elle fit plusieurs fois le tour de l'arbre, examinant méticuleusement chaque détail et appelant désespérément sa fille, espérant contre toute espérance que Suru l'entendrait d'une manière ou d'une autre. Il devait y avoir une explication, pensait Manaha. Quelqu'un avait laissé les affaires de sa fille ici. Mais qui ? Ou bien Loum la trompait-elle ? Savait-elle réellement où se trouvait Suru et mentait-elle encore une fois ? La confiance de Manaha envers l'homme avait presque totalement disparu. L'homme se tenait nerveusement sous l'arbre, observant le fantôme tourner autour de lui, sa frustration grandissant à chaque seconde. Rassemblant son courage,
l'homme s'approcha du fantôme. Elle savait qu'elle devait agir rapidement tant que le fantôme était encore disposé à l'écouter. Se tenant devant Mana'a, elle proposa qu'elles aient une discussion. À sa grande surprise, le fantôme s'arrêta et l'écouta. L'homme hésita un instant avant d'exprimer ses profonds regrets de ne pas avoir tenu sa promesse la dernière fois. Et elle supplia pour une autre chance de découvrir ce qui était arrivé à Suru. Cependant, elle fut honnête, admettant qu'elle ne savait pas quand, ni même si, elle retrouverait Suru, mais elle était déterminée à continuer ses recherches. La découverte du sac d'école et de la chaussure de Suru lui donnait l'espoir qu'elle se rapprochait. Mana'a, déchirée entre le fait de pardonner à l'homme et celui de garder rancune, était en conflit. Bien qu'elle soit encore en colère, l'innocence et la gentillesse de l'homme, qui lui rappelait tant sa propre fille, rendaient difficile de rester fâchée. En vérité, la colère de Mana'a avait déjà commencé à s'atténuer. Après tout, l'homme lui avait donné quelque chose de précieux, quelque chose qui portait l'odeur de sa fille, quelque chose de tangible à tenir, alors qu'auparavant elle n'avait rien. Pour cela, elle était reconnaissante envers l'homme. Bien qu'elle aspirât à revoir sa fille en personne, la découverte des affaires de Suru renouvelait un espoir qu'elle pensait avoir perdu. Finalement, Mana'a accepta de donner à l'homme plus de temps, autant qu'elle en aurait besoin, ce qui arracha un sourire de joie à l'homme. Mana'a s'éloigna alors, tenant fermement les affaires de sa fille. Cette nuit-là, et la suivante, elle ne retourna pas hanter le dortoir. L'homme ne savait pas si l'absence du fantôme était temporaire ou permanente. Elle espérait que ce soit la deuxième option, mais elle en doutait. Elle avait envisagé de parler de cela au fantôme, mais elle craignait que ce ne soit trop tôt. Cependant, une chose était certaine. L'homme devait découvrir d'où venaient le sac et la chaussure, qui les avaient laissés là, et pourquoi. Suru était-elle encore en vie? Et quel était le lien entre les sœurs religieuses et cet arbre mystérieux? Le lendemain, l'homme était assise dans la bibliothèque de l'école, tentant, sans succès, de se concentrer sur ses notes. Un examen approchait, mais elle était tellement distraite qu'elle ne pouvait se concentrer sur rien. La bibliothèque était si silencieuse que cela rendait ses pensées encore plus bruyantes. Alors qu'elle s'apprêtait à ranger ses livres et à retourner au dortoir, quelqu'un s'assit à côté d'elle, faisant sursauter Loom de peur. Mais en levant les yeux, l'homme vit que c'était la seigneur Xinshang. L'homme roula des yeux intérieurement en voyant la seigneur. Que voulait-elle cette fois-ci? Après avoir ignoré l'homme pendant des jours, faisant semblant de ne pas la connaître, refusant de l'aider, l'homme lui demanda avec impatience ce qu'elle voulait. Les mots ne suffisaient pas à décrire sa frustration envers la seigneur, mais la raison pour laquelle Xinshang était là, ce jour-là, était pour avertir l'homme. Elle lui dit à voix basse, pour que les autres élèves de la bibliothèque ne les entendent pas, que le lendemain serait le 30 novembre, le jour où une fille devait disparaître à l'école. Cela attira l'attention de l'homme, et elle se tourna vers la seigneur avec des yeux écarquillés. L'homme avait complètement oublié le 30 novembre, avec tout le drame lié au fantôme, à la fille disparue, aux sœurs religieuses suspectes, et au fait que son père n'était toujours pas revenu de son voyage. Seigneur Xinshang continua, disant que si l'homme voulait voir de ses propres yeux ce qui se passait d'habitude le 30 novembre à l'école, elle devait s'assurer d'être dans la forêt derrière l'école exactement à 21 heures le lendemain. Quelque chose allait se passer dans la forêt demain. Elle se leva après avoir dit cela et quitta la bibliothèque. L'homme pensa aux paroles de la seigneur sans arrêt tout au long de la journée. Elle était à la fois effrayée et impatiente que le lendemain arrive. Ce que la seigneur avait dit à propos du 30 novembre était-il vrai? Qui serait enlevé cette année? Quelle fille comptait-il faire disparaître?
Elle avait des frissons rien qu'à y penser. Le lendemain, l'homme réussit à convaincre ses 2 amis de la suivre dans la forêt derrière l'école. Ce qui ne fut pas chose facile, car ses amis essayaient de rester à l'écart de tout, ce qui touchait au surnaturel, surtout après les jours infernaux qu'elle venait de passer, tourmentée chaque nuit par le fantôme. Mais finalement, l'homme les convainquit. Et à exactement 21h, ce soir-là, les 3 filles quittèrent discrètement le dortoir et traversèrent le campus jusqu'à la forêt. Le cœur de Loom battait la chamade, entre peur et anticipation, et ses amies étaient toutes blotties derrière elle alors qu'elle marchait, sursautant à chaque bruit et mouvement dans l'obscurité. L'homme n'était pas sûr si elle imaginait cela ou non, mais en entrant dans la forêt cette nuit-là, elle remarqua quelque chose de différent. Les 3 fois où elle y était venue auparavant, l'endroit était simplement effrayant, sombre et silencieux. Mais ce soir, en plus d'être effrayante, sombre et silencieuse, la forêt semblait vivante. Il était difficile d'expliquer ce sentiment, mais c'était presque comme si la forêt respirait, comme si l'obscurité bougeait, comme si les arbres avaient des yeux qui les regardaient entrer, comme si la forêt retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. C'était un sentiment étrange, et l'homme ne pouvait pas vraiment l'expliquer avec des mots, mais elle le ressentait. Elle essaya de ne pas trop y penser. À peine avait-elle pénétré dans la forêt qu'elle virent 3 personnes marcher devant elle. Et tout comme Loom et ses amis, il semblait que les 3 personnes venaient aussi d'arriver. L'homme conseilla rapidement à ses amis de se cacher, et elles suivirent les 3 personnes discrètement. L'homme ne pouvait pas dire qui elles étaient. Elle ne pouvait que les voir de dos, mais elle pouvait dire qu'il s'agissait de femmes. Et il semblait que 2 d'entre elles forçaient la 3e à les suivre. Cette 3e personne semblait plus petite que ses compagnes, et les 2 femmes lui tenaient les bras tout en essayant de la faire avancer. La 3e personne trébuchait en marchant, comme si quelque chose n'allait pas avec elle. L'homme n'était pas sûr si ses yeux la trompaient ou non, mais elle aurait juré que l'une des femmes marchait exactement comme Sir Grace. Alors qu'elle suivait les 3 personnes, une des amies de l'homme s'arrêta soudainement et dit qu'elle voulait retourner au dortoir. Elle dit qu'elle ne se sentait pas bien à l'idée d'être là ou de suivre les 3 inconnus. Elle avait un très mauvais pressentiment dans l'estomac. L'homme se tourna vers son amie et lui dit fermement d'arrêter de se plaindre et d'agir comme une enfant, et son amie la suivit à contre-cœur. Comme l'homme l'avait soupçonné, les 3 personnes marchèrent jusqu'au grand vieil arbre et s'y arrêtèrent. Ensuite, quelque chose de très étrange se produisit, la chose la plus étrange que l'homme ait jamais vue de sa vie, même si, en y réfléchissant bien, elle avait vu beaucoup de choses étranges ces dernières semaines. Ce qui se passa, c'est que l'une des femmes, celle qui tenait la torche, marcha jusqu'à l'arbre, tendit la main et frappa 3 fois à l'arbre. Ce qui suivit ce coup frappé fut encore plus choquant. Loom et ses amis regardèrent, la bouche grande ouverte, alors que l'arbre, après avoir été frappé, s'ouvrit comme une porte, et les 3 femmes entrèrent dans l'arbre. Avant de disparaître dans l'arbre, une des femmes se retourna pour vérifier si quelqu'un les suivait. Dévoilant son visage, c'était Sir Grace. Une des amies de l'homme, en voyant le visage de Sir Grace, faillit crier. Mais l'homme plaqua rapidement sa main sur la bouche de son amie pour empêcher tout son de sortir. Elles restèrent très immobiles et silencieuses, observant les 3 femmes disparaître dans l'arbre. Dès que les 3 femmes furent hors de vue, l'homme dit à ses amis qu'elle allait les suivre. Ses amis lui demandèrent si elle avait perdu la tête et la supplièrent de ne pas y aller. Mais l'homme avait pris sa décision. Elle demanda à ses amis de retourner au dortoir, puis courut vers l'arbre, espérant que la porte serait toujours ouverte. Mais en arrivant, ce n'était plus le cas. L'arbre était redevenu un arbre normal. L'homme réfléchit un instant, puis leva la main et frappa 3 fois à la porte,
exactement comme elle l'avait vu faire. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit à nouveau. L'homme entra hésitante. Elle était terrifiée, et une grande partie d'elle savait qu'elle ne devrait pas faire ce qu'elle faisait. Mais un pressentiment lui disait que les réponses qu'elle cherchait se trouvaient à l'intérieur de cet arbre. En entrant dans l'arbre, l'entrée était sombre et glaciale, faisant frissonner l'homme de toutes ses forces. Mais dès qu'elle franchit la porte, elle se retrouva dans un grand bar animé avec de la musique forte, des lumières clignotantes partout et beaucoup de monde. Sir Grace et ses 2 compagnes avaient disparu. Tout autour de l'homme, des hommes riaient et buvaient de la bière, et de belles filles à la peau claire, vêtues de vêtements indécents roses, dansaient de manière provocante sur les tables devant les hommes. L'homme regarda la scène, les yeux écarquillés, car elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi immoral de sa vie. Si sa mère apprenait que l'homme avait mis les pieds dans un tel lieu, l'homme serait fini, même son père. Mais cela n'était pas le sujet. Comment avait-elle pu entrer dans un arbre et se retrouver dans un bar ? L'homme s'attendait à ce qu'un ancien vienne vers elle et lui dise de partir, ou, pire encore, lui fasse du mal pour être là. Mais personne dans le bar ne semblait la remarquer, ou s'il le faisait, il n'en avait rien à faire. L'homme alla plus loin dans le bar, passant devant des tables bondées d'hommes ivres et rieurs qui lançaient de l'argent aux filles dansant sur les tables. Elle passa devant 5 tables et allait passer devant une 6e table lorsqu'elle remarqua quelque chose du coin de l'œil. Là, dans un des corridors à droite, l'homme aperçut Sir Grace et Sir Agatha en train de parler à un grand homme poilu, vêtu de vêtements en cuir étrange et portant un chapeau de policier. L'homme se cacha dans un coin et les observa. Les sœurs religieuses négociaient avec cet homme, à en juger par la situation, tenant encore cette fille qu'elles avaient emmenée de force à l'arbre. Après avoir discuté pendant ce qui sembla une éternité, elles remirent la fille à l'homme poilu, et c'est à ce moment-là que l'homme vit qui était cette fille. L'homme reconnut la fille comme étant l'une des élèves de terminale de son école. Une fille à la peau claire qui semblait avoir environ 16 ans, exactement comme Seigneur Sinchang l'avait décrite. La terminale était vêtue d'une chemise de nuit bleue, ses cheveux étaient en désordre et elle avait l'air confuse, comme si elle n'était pas complètement réveillée ou consciente de l'endroit où elle se trouvait. Lorsque le grand homme poilu la saisit par le bras et l'emmena, elle ne résista pas. Pendant ce temps, Sir Grace et Sir Agatha prirent un autre chemin, disparaissant derrière un coin. Alors qu'elle s'éloignait, l'homme se retourna vers le bar et heurta accidentellement un homme qui se tenait derrière elle. Elle s'excusa rapidement, mais l'homme répondit par un regard méprisant, soufflant de la fumée de cigarette directement dans son visage. La fumée était si âcre que l'homme commença à tousser de manière incontrôlable, des larmes coulant sur son visage. Elle toussa si violemment qu'elle craignit de s'évanouir. Mais alors quelqu'un lui toucha le dos et lui tendit un verre d'eau que l'homme but avec empressement. Une fois que sa respiration se stabilisa, l'homme se retourna pour remercier la personne qui lui avait donné de l'eau. Mais elle fut choquée par la personne qui se tenait devant elle. C'était l'une des belles filles qui servait de la bière au bar. Elle était vêtue d'une jupe et d'un chemisier rose, et son apparence ressemblait étrangement à celle de Suru, la fille disparue du fantôme. L'homme regarda la fille de plus près. Pouvait-il vraiment s'agir d'elle ? Bien que l'homme ne connaisse pas personnellement Suru, elle avait mémorisé son apparence grâce à la photo qu'elle avait vue à la bibliothèque. La fille devant elle avait l'air plus âgée que sur la photo, mais l'homme était certaine qu'il s'agissait de Suru. Pour confirmer, l'homme appela le nom de Suru, et les yeux de la fille s'écarquillèrent de surprise. Elle demanda à l'homme comment elle connaissait son nom, et l'homme expliqua qu'elle était une élève de l'école Sainte-Marie. L'homme fut submergé d'excitation. Elle avait du mal à croire qu'elle parlait enfin à Suru après l'avoir cherché si longtemps. L'homme dit rapidement à Suru que sa mère la cherchait,
convaincu que ce serait une bonne nouvelle. Mais à la mention de sa mère, les yeux de Suru se remplirent de larmes. Elle parut soudain triste et questionna l'homme avec empressement au sujet de la santé de sa mère. Des larmes brillaient dans ses yeux tandis qu'elle demandait des nouvelles de sa mère. L'homme pouvait voir qu'elle lui manquait terriblement. Décidant que ce n'était pas le bon moment pour révéler la dure vérité, l'homme rassura Suru en lui disant que sa mère allait bien. Elle pensait que ce n'était pas encore le moment de parler à Suru de la mort de sa mère et de tout ce qui s'était passé. L'homme dit ensuite à Suru que sa mère l'attendait à l'école et l'invita à retourner au campus pour qu'elle puisse se retrouver. Cependant, Suru ne réagit pas avec l'enthousiasme que l'homme avait anticipé. Dès que l'homme suggéra qu'elle retourne à l'école, l'expression de Suru se transforma en une expression de peur. Elle fit un pas en arrière, comme si elle avait soudainement peur d'être vue avec l'homme, et lui dit qu'elle ne pouvait pas partir. Lorsque l'homme demanda pourquoi, insistant sur le fait qu'elle devait se dépêcher parce que sa mère l'attendait, Suru expliqua que personne n'était autorisé à quitter le bar. Cela laissa l'homme perplexe. Alors elle demanda ce que Suru voulait dire par « personne n'était autorisé à partir ». À contre-cœur, Suru expliqua que tout le monde ici était piégé. Elle montra les autres serveuses et les filles dansant sur les tables, disant qu'elles étaient toutes des prisonnières à l'intérieur de l'arbre, coincées dans le bar, elle y compris. En écoutant Suru, quelque chose se produisit dans l'esprit de l'homme. Elle ne l'avait pas remarqué avant, mais maintenant, en regardant les filles qui dansaient et les serveuses, elle commença à reconnaître certaines d'entre elles. L'homme réalisa qu'elle avait déjà vu ces visages dans l'album qu'elle avait découvert à la bibliothèque de l'école. Bien qu'elle soit plus âgée maintenant, elle pouvait les identifier. Toutes les filles disparues n'étaient pas là, et certains visages lui étaient inconnus, mais beaucoup étaient étrangement reconnaissables. Un profond sentiment de malaise envahit l'homme. Quelque chose n'allait pas ici, quelque chose de sombre et de sinistre, et cela lui donnait des frissons dans le dos. L'homme demanda à Suru quel était cet endroit, mais Suru avoua qu'elle ne savait pas. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était condamnée à passer le reste de sa vie ici et qu'elle ne pouvait pas s'échapper, ce qui augmenta encore la peur de l'homme. Quel genre d'endroit était-ce ? L'homme avait tellement de questions pour Suru, mais elle avait l'impression qu'elle perdait un temps précieux à rester là et à parler. Il était déjà presque 23h30 et l'homme sentait une urgence grandir en elle. Une voix dans sa tête avait commencé à lui murmurer dès qu'elle avait franchi la porte de l'arbre, lui disant de quitter le bar avant minuit. L'homme ne pouvait pas expliquer comment elle entendait cette voix, mais elle devenait de plus en plus forte et insistante à chaque seconde, lui disant de sortir avant qu'il ne soit trop tard. Elle envisagea de partir. Écouter cette voix semblait être la chose intelligente à faire, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner Suru. Elle n'était pas venue si loin pour repartir les mains vides. Il ne lui restait plus que 30 minutes et l'homme décida d'utiliser ce temps pour convaincre Suru de s'échapper avec elle. Désespérée, elle attrapa la main de Suru et essaya de l'entraîner vers la porte. Mais Suru refusa de bouger. Suru était terrifiée à l'idée de quitter le bar, et cela se voyait. Elle dit que si elle partait, papa la retrouverait, la ramènerait, puis la punirait pour avoir osé partir. Il était évident que Suru voulait partir de ce que l'homme pouvait voir, mais la pensée de cette personne appelée papa, la trouvant, était si terrifiante qu'elle n'osait même pas essayer. Alors que l'homme allait lui demander qui était ce papa, ce grand homme poilu, vêtu de vêtements en cuir étrange et portant un chapeau de policier que l'homme avait vu parler à Sir Grace et à Sir Agatha dans le couloir plus tôt, apparut derrière Suru et lui demanda sévèrement pourquoi elle bavardait au lieu de travailler. Suru était visiblement terrifiée par l'homme, à la façon dont elle tremblait en sa présence.
et elle s'excusa de nombreuses fois avant de retourner rapidement au travail. Le grand homme poilu lança un regard méprisant à l'homme et partit sans dire un mot. L'homme resta là, regardant Suru retourner travailler avec un sentiment de malaise dans l'estomac. Suru ne devrait pas être ici. Aucune de ses filles ne méritait d'être ici. L'homme se retourna et commença à partir car minuit approchait, mais elle se rendit compte qu'elle ne pouvait pas partir. Elle ne pouvait tout simplement pas laisser Suru derrière elle. Qui savait si elle aurait un jour l'occasion de rentrer dans l'arbre à nouveau? Elle devait trouver un moyen de convaincre Suru de partir avec elle. L'homme se dirigea vers le centre du bar où les filles dansaient, dans l'intention de parler à l'une d'entre elles. De loin, il semblait que tout le monde dans le bar s'amusait. Mais si l'on regardait de plus près, on pouvait voir la tension dans les épaules des filles qui dansaient et servaient les hommes. Leurs visages étaient tristes, leurs mouvements étaient réticents, et elles se lançaient des regards furtifs comme si elles appelaient à l'aide. L'homme était tellement perdu à ressentir de la pitié pour ses filles qu'elle ne réalisa pas l'heure. Elle ne se rendit compte qu'il était minuit qu'en entendant la grande horloge au mur sonner minuit. Elle leva les yeux, effrayée, et tenta alors de courir vers la porte, mais il était trop tard. Immédiatement après que l'horloge eut sonné minuit, des événements étranges commencèrent à se produire dans le bar. La musique devint plus forte, presque au point où les oreilles de l'homme semblaient prêtes à exploser. Les hommes dans la salle riaient plus fort, buvaient davantage, et les filles sur les tables dansaient à un rythme plus rapide. Tout s'intensifia soudainement, évoluant à un rythme inhumain. L'homme essaya d'atteindre la porte, mais la piste de danse était soudain bondée de personnes qui n'étaient pas là auparavant, dansant rapidement et rendant impossible tout mouvement. Elle était piégée entre les corps dansant sur la piste. Lorsque l'homme regarda de l'autre côté de la pièce, cherchant désespérément une issue, son âme faillit s'échapper de son corps à cause de ce qu'elle vit. Là, dans un coin de la pièce, l'homme vit cet homme qui avait soufflé de la fumée de cigarette dans son visage plus tôt, se tenant seul. Mais contrairement à tout à l'heure, l'homme avait maintenant des jambes de chèvre. De la taille vers le haut, il était humain, mais de la taille vers le bas, il était une chèvre. L'homme recula d'un pas, effrayé, puis recula encore et encore, car elle commença à réaliser, en regardant plus attentivement, que tous ceux dans le bar avaient des jambes de chèvre, tous, sauf les filles disparues. L'homme hurla de peur, mais aucun son ne sortit. Sa voix était piégée dans sa tête. Sa bouche bougeait, mais aucun son n'en sortait. Elle commença à pousser les gens autour d'elle, essayant désespérément d'atteindre la porte. Elle devait sortir de là. Elle regretta de ne pas avoir écouté la voix dans sa tête qui lui disait de partir plus tôt. Elle poussa et poussa en vain. Quelqu'un la bouscula après un moment, et elle trébucha et tomba. Immédiatement après avoir touché le sol, quelque chose de bizarre commença à se produire autour d'elle. Le bar devint soudainement silencieux, silencieux comme un cimetière. Tous les êtres aux jambes de chèvre dans le bar cessèrent de danser et se tournèrent vers l'homme. L'homme les regarda approcher, terrifié. Leurs jambes de chèvre étaient désormais très visibles, et la vue fit monter en elle une envie de vomir de peur. Ils l'entourèrent, se tenant au-dessus d'elle et la regardant sans dire un mot. Ils se contentaient de la fixer. Leurs visages étaient d'abord neutres, mais ensuite ils commencèrent à lui sourire d'une manière étrange. Des sourires malveillants qui atteignaient leurs cheveux. Sœur Grace et Sœur Agatha faisaient partie des visages. Elles ne disaient rien, elles ne faisaient rien. Elles se contentaient de regarder l'homme. L'homme essaya de se lever et de fuir, de ramper hors de là si possible, mais c'était comme si son corps ne fonctionnait plus. Son esprit fonctionnait, et il donnait des instructions à ses mains et ses pieds, mais rien ne se passait. Elle commença soudainement à se sentir fatiguée,
comme si les visages maléfiques souriants des êtres aux jambes de chèvre au-dessus d'elle la rendaient somnolente. Elle tenta de rester éveillée. Elle se battit pour rester éveillée, mais ce fut en vain. Les mains du sommeil surgissaient de quelque part dans le sol et la tiraient vers l'inconscience. Juste avant que l'homme ne ferme les yeux et ne succombe au sommeil, elle vit Suru, debout dans un coin, en train de pleurer. Et ce qui effraya l'homme, c'était que Suru ne semblait pas pleurer pour elle-même. Elle pleurait pour l'homme. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et à très bientôt pour la suite de cette histoire.